Bonsoir à tout le monde. Donc, deuxième talk de TF à l'occasion de cette Coupe du Monde. On va essayer de débriefer le match Tunisie-Danemark et puis par la suite parler un petit peu de l'avant-match face à l'Australie. Ce qu'on vous propose, c'est que chacun des membres de l'équipe parle des 3 points qu'il a retenus par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Et puis après, on vous passera la parole hein, pour vous exprimer. Et ensuite, on passera sur la deuxième partie. Concernant le deuxième match, maintenant qu'on a vu la France et l'Australie jouer, donc on connaît un petit peu mieux leur position, quoi. Je passe la main à Desert Eagle qui va être le premier intervenant concernant les 3 points qu'elle a retenus de la rencontre d'aujourd'hui, de la belle prestation de la Tunisie face au Danemark, puisque bah, enfin, moi j'ai regardé les matchs depuis 98. Hein, j'ai pas eu on va dire la chance de regarder les matchs de 78. Mais pour moi, c'est probablement la plus belle prestation en dehors on va dire, de début de match face à l'Espagne. En dehors de ça, c'est vraiment la plus belle prestation de la Tunisie en Coupe du Monde, même s'il n'y a pas de but. Donc voilà. À toi, des Eagle. Donc, premier point, bravo le LED, bravo les joueurs. Vous avez su répondre présent lors de ce match face au Danemark. Peu de gens, nous et vous, voyez favoris ou voilà, voyez faire quelque chose face aux Danois. Vous avez su répondre présent collectivement. Rien à dire. La tactique de Kadri a été respectée à la lettre. Deuxième point, je souhaite m'excuser pour deux joueurs, du coup, Draguer et Meria. Je souhaitais vraiment pas que vous soyez sur la liste 26, mais vous m'avez prouvé tort en sortant deux belles copies, notamment Merrière, qui était vraiment en cours de forme. Donc bravo à toi. Et un troisième point, je remercie le public tunisien, public très chaud, très très chaud au rendez-vous et pour moi qui est le plus beau public de ce début de mondial. C'est vrai qu'on a eu un public formidable, franchement. On les a vus déjà, les supporters tunisiens face au Brésil, dans une ambiance bon enfant où franchement, on jouait à domicile à Paris. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on a joué à domicile à Doha. C'est un des meilleurs publics du mondial jusqu'à maintenant, en tout cas, présent en nombre. Voilà. Deuxième intervenant, ça sera Sikili concernant la rencontre d'aujourd'hui. Sikili, qu'as-tu retenu du match? Bonsoir à tous, bonsoir. Très content du match. Moi, comme toi, hein, bon, je suis un peu plus jeune, mais comme toi, mes premiers souvenirs du mondial, c'était 98. Mais on va dire que 2006, 2002, 2006, je commençais à grandir et comprendre un peu le foot. Donc c'est la plus belle prestation que j'ai vue de la Tunisie en Coupe du Monde. Niveau état d'esprit, niveau mental, on n'a rien lâché, on n'a pas fait preuve de naïveté comme a pu le faire le Sénégal par exemple hier. Euh, on a géré le match, on a eu des coups de chaud, mais voilà, on a fait le dos rond quand il a fallu. Le match nul est équitable, on a eu la première mi-temps, ils ont eu la deuxième, donc je suis très content du résultat. Je suis très content. Desert Eagle a parlé de Melier. Moi aussi, je l'ai critiqué et il s'est bien débrouillé. Bon, il a eu une baisse de forme en fin de match, mais c'est normal, il manque de rythme. Mais voilà, sur le poteau des Danois, il effleure à peine le ballon et ça suffit, mine de rien, à gêner le Danois. Donc ça, c'est comme un but pour moi, techniquement. Les gros points positifs pour moi, c'est Darmen qui a apporté de la sérénité, qui a fait des arrêts, qui a su capter le ballon quand il fallait, se coucher pour gagner du temps, etc. Je suis très content pour lui, vraiment parce que il le mérite. Euh, Moi, je pense que c'est le meilleur gardien qu'on a en Tunisie et il le mérite vraiment. Euh, Très content de Haïdoun. Voilà, Haïdoun, il a été exceptionnel dès la première minute. Et même sur son premier tacle, son premier geste envers le public, etc., il a fait rentrer tout le monde dans le match, que ce soit les joueurs, que ce soit nous les spectateurs. Moi,
Moi, sur le début du match, j'étais, on va dire, silencieux en panique. Et ce geste de l'Aïdoun, il m'a fait rentrer en tant que spectateur dans le match. On a vu aussi la réaction d'Eriksen qui a souri, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et je pense qu'il a fait passer un message, que ce soit aux adversaires, en mode les gars, on est là, on va vous rentrer dedans, ou même à ses coéquipiers pour se réveiller. Et ça c'est exceptionnel de sa part. Et il a fait un match exceptionnel. C'était le meilleur joueur du match. Autre point positif, c'était Rabdi. Rabdi, il avait une PMA monstrueuse. Il a fait des allers-retours pendant tout le match. Il a couvert quelques bêtises de Talbis dans le dos, comme contre le Brésil. Je tiens à le dire quand même. Et il a été là, il a été intelligent, il a couvert quand il le fallait, etc. Je vais parler un peu de points négatifs, même si je suis très heureux. Sur les points négatifs, le côté droit, je l'ai trouvé pas très serein, pour être honnête. Ben Slimane, je l'ai trouvé apathique, pas trop, euh, pas trop à l'aise dans le schéma peut-être. Drag, il nous a fait quelques bêtises, on va pas se mentir. Et dernier point négatif pour moi, enfin j'en ai un autre, mais bon, le plus important c'était les choix de Kadri, notamment sur les remplacements. Sur le 11 rentrant, je pense qu'on est tous d'accord que c'était c'était logique, mais sur les changements pendant le match, je pense qu'il nous a mis un peu la tête dedans avec ces changements. Pas forcément, je parle pas forcément de Khnissi parce que la rentrée de Nice était logique dans le contexte où tu avais besoin de quelqu'un qui va gratter les espaces, qui va presser, qui va chercher la profondeur. Ça, c'était logique. Mais Hannibal, peut-être que le match était un peu trop gros parce que je l'ai senti perdu. Et pour moi, la plus grosse bêtise, c'est la sortie de Aidouni pour Cessi. Aidouni, il aurait dû. Bon, il était émoussé en fin de match, hein. Mais si tu le remplaces pas par C, si tu le remplaces par quelqu'un qui a le même profil, type Charley. C, si c'est pas un gratteur de ballon. Et sur la fin de match, on avait besoin de ce gratteur de ballon, justement. Et vu que le premier était émoussé, tu fais rentrer le profil semblable, donc Charley. Donc voilà, globalement. Ah oui, dernier point, et après je laisse pas la parole aux autres, j'ai beaucoup parlé. Dernier point, c'est offensivement, euh, c'était trop brouillon dans le sens où on n'avait pas de schéma prédéfini. On a bien vu qu'on a travaillé la tactique, le repli défensif, toute la partie défensive, elle a été bien travaillée, mais sur les schémas offensifs, il n'y avait pas de circuit. C'était, ça partait par des exploits individuels, que ce soit Msek, Nishbeli, Aidouni, mais ça manquait de schéma, de jeu offensif. Donc voilà tout pour moi. Est-ce que c'est pas lié à la force quand même de l'équipe du Danemark, qu'on n'a pas su justement sur les 30 derniers mètres imposer quelque chose, non? Euh, Oui, ils sont costauds derrière le Danemark, mais Majd, par exemple les triangulations, j'avais pas ces schémas. Je vais te donner un exemple des schémas en 3-5-2 qu'on avait fait qui étaient bons. C'est un autre niveau, hein, je sais, hein, c'est un autre niveau. Mais la Zambie envoyait des passes, envoyait des doublements, envoyait des trucs. Et là, j'avais trop l'impression que voilà, ça partait de quelqu'un qui allait porter le ballon et après il se débrouille en fonction des appels qu'il trouve. Il n'y avait pas des schémas exacts. Voilà. Merci Sikili. Je passe la main à Nightrunner qui va nous parler aussi des 3 points qu'elle a retenus de cette rencontre et de cette belle prestation face à un Danemark qui a été, on va dire, déboussolé par la prestation de la Tunisie, par l'engagement, l'envie. C'est ce que tu as souligné, Sikili, hein, le geste de Aïssa Laïdoni qui a harangué le public, qui traduit finalement toute l'émotion, toute peut-être la pression qu'avaient les joueurs après la raclée face au Brésil, de bien rentrer dans la rencontre, de bien tenir les 30 premières minutes, parce qu'en fait, c'est là où il peut y avoir un déficit dans l'équipe chez nous, dans l'équipe nationale. Et voilà, c'est cette envie-là qui est ressortie et cette envie de bien se reprendre par rapport au match du Brésil face à une équipe du Danemark
qui était en demi-finale de l'Euro, qui a battu la France aller-retour, qui est dans le top 10, donc censé être un grand, mais qui a eu énormément de difficultés aujourd'hui malgré la possession de balle, parce qu'ils ont clairement eu la possession de balle, mais ce sont les Tunisiens qui ont été les plus incisifs. À toi, Nightrunner. Bonsoir les collègues. Donc moi, comme l'ont dit Desert Eagle et Sekili, j'ai également été surpris par l'envie que l'équipe a montrée. On partait outsider et on a su rivaliser avec le Danemark. Toute la première période, je trouve qu'on a fait jeu égal avec les Danois. Ça a un peu pêché en deuxième période parce qu'on était à court de physique. Mais de manière globale, je trouve on a fait notre match. On a su faire taire les sceptiques. Et voilà, à nous de continuer sur cette voie et de prendre le match face à l'Australie de manière sérieuse, en essayant d'assurer un meilleur goal average. Mais pour en revenir au changement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas appropriés. On sent que Hannibal manque d'expérience et ça nous a failli coûter un penalty. La montée de Ken ici, j'ai trouvé qu'elle n'a rien apporté. J'aurais plutôt choisi Kazri, mais je me demande s'il n'y a pas des tensions entre lui et le sélectionneur. Il faudrait un peu se pencher sur son cas. Et voilà, sinon de manière générale, je suis très content de la performance que nos aigles ont réalisée. Et à eux de continuer sur cette voie. Je vais laisser la parole aux autres collègues. Ouais, Merci. juste, si je peux revenir au cas de Hannibal, si ça vous dérange pas, sur le penalty. Je sais pas vous, mais moi, j'ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. Quand j'ai vu le regard de l'arbitre qui montrait vers le point de penalty, je me suis dit, oh là là, il y a un penalty, c'est pas possible. Je pense qu'on a tous eu ce réflexe-là en disant, oh là, parce que même le stade, je crois qu'il y a eu un silence pendant quelques secondes pour être sûr que c'est pas un penalty. Évidemment, Hannibal, il a, on va dire, l'insouciance de la jeunesse. Hein. L'insouciance de la jeunesse, elle est à double tranchant parce que, elle est très intéressante dans la mesure où, en fait, ça résiste bien à la pression. Ça ne respecte pas trop, hein, dans le bon sens du terme, l'adversaire. Ça veut dire que voilà, on se positionne d'égal à égal malgré la différence. Mais cette jeunesse aussi peut avoir la contrepartie. C'est d'avoir du surengagement et puis de ne pas avoir cette maîtrise, cette expérience qui, dans des moments clés, de ne pas faire la petite faute qu'il ne faut pas. Merci à vous deux. Je vais passer la main à Zlatan. Je sais pas s'il le voit. Oui, il est là. Il n'est pas encore en intervenant. Donc, je vais passer plutôt la main à Ben Khaled. Oui, salam à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai retenu quelques points. Donc, le premier, c'est que j'ai été surpris par l'engagement des nôtres. Et en plus, tout au long de la rencontre, donc franchement, on avait un engagement qui était incroyable de la part des joueurs. Et ça, même, je ne sais pas si vous avez regardé sur Beansport, mais ils l'ont bien souligné. J'ai rarement vu la Tunisie jouer à une intensité de cette manière-là. Donc voilà, à un moment, je me suis demandé si on allait vraiment pouvoir tenir ce rythme pendant tout le match. Et puis voilà, j'ai été surpris, on a pu le faire. À part les 5 dernières minutes, où je trouve qu'on a un peu souffert. C'est lié, comme l'a dit aussi Sikili et les autres intervenants, par rapport au changement de Jalal Qadri. Sinon, gros point positif pour moi, c'est la défense. Moi, je sais pas vous, mais moi, je regarde l'équipe nationale depuis 1998, donc la Coupe du Monde 98, et j'ai pas le souvenir d'un match où on n'a pas encaissé de but. Donc là, on n'encaisse pas, très bien. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il va falloir jouer aussi l'offensive. Et comme Sikili, je trouve qu'on n'était pas bon dans les transitions vers les attaquants.
C'était un peu le rôle que devait avoir Ben Slimane, à savoir être à droite et revenir un peu dans l'axe et essayer de pourvoyer les attaquants. Et malheureusement, on n'a pas su le faire. Donc voilà les points que j'ai pu retenir. Donc j'ai pas trop compris les changements de Jalel Qadri. Je pense qu'un Khazri nous aurait fait du bien. Hannibal, manque d'expérience. Forcément, il était un peu perdu et je pense pas qu'il fallait le griller ce premier match. Et je pense qu'il fallait plutôt le mettre un match où il y a moins, on va dire, d'intensité, comme l'Australie, peut-être, que ça soit plus facile pour lui. Donc voilà, Ceci, oui, il peut rentrer, mais certainement pas à la place de Laidouni. Laidouni, il fallait faire rentrer un Sha'leli ou peut-être même Ben Romdan qui a un peu d'impact physique, même si on ne connaît pas trop sa forme du moment. Mais voilà, j'étais vraiment déçu des changements de Jalel Khadri. Mais par contre, il faut le féliciter pour tout le travail qui a été fait. Les joueurs ont pris leurs responsabilités. Je suis vraiment fier de notre équipe nationale, fier de ce qu'elle a pu nous procurer. Et puis voilà, même fier devant les gens. On part de la Tunisie, voilà, les gens sont agréablement surpris. On devient un adversaire, même pour la France, qui nous calculait pas trop au début. Mais là, voilà, quand on entend la radio, on entend la presse, on entend à la télé qu'on a fait une belle prestation, ça fait plaisir. Voilà. Je laisse la parole à celui qui veut parler. Et puis voilà. Mais je te laisse prendre le relais. Merci Ben Khaled. En fait, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais en début d'intervention, c'est le deuxième clean sheet de la Tunisie depuis le match face à l'Allemagne en 78, où on a fait 0-0. Et c'est le deuxième match à 0-0, donc c'est le deuxième match où on n'encaisse pas de but de- sur les 6 participations. Donc voilà, donc c'est normal que dans tes souvenirs, tu n'as pas trouvé un match où on n'a pas encaissé de but. Exactement. Je passe la main à Zlatan. Et puis après, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony, qui est spécialiste du football danois, qui va nous rejoindre, qui va nous parler de ce match vu de l'autre côté, et notamment vu du côté du Danemark, comment ils ont vécu cette rencontre. Zlatan, à toi. Yes. Salam à tous les gars et puis félicitations pour ce résultat parce que c'est un très gros résultat contre une très bonne nation sur la scène internationale. Il manquait juste ce petit but pour la victoire et on aurait pu parler d'exploit, mais là on peut parler vraiment d'une très grosse performance. Moi ce qui m'a fait plaisir surtout c'est que tous les joueurs ont été au rendez-vous. Après chacun avec ses qualités, hein, on a vu un petit peu Drager qui était pas forcément au top techniquement, mais il s'est battu, il s'est donné, un peu comme tous ses coéquipiers. Donc félicitations à eux. J'étais aussi sceptique sur Yassine Malier, mais il a fait un très très bon match et surtout d'un point de vue physique, il a réussi à tenir, les Danois sur les duels aériens. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis, je rejoins un petit peu Sikili. Voilà, on défend très bien. Le schéma défensif, il est rodé et efficace. Je suis un peu plus inquiet d'un point de vue offensif, où pareil, j'avais l'impression qu'on tentait un petit peu des choses spontanées, etc., mais qu'il n'y avait pas vraiment de ligne conductrice derrière. Donc, à voir contre une équipe comme l'Australie, parce que cette équipe qu'on va affronter, c'est une équipe où il va falloir attaquer, il va falloir être conquérant. Donc là, on a été conquérant en effet, mais plus d'un point de vue défensif, je trouve. Et là, contre l'Australie, ça sera offensivement qu'il faudra l'être. Donc, grosse interrogation. Moi, pour ma part, je me retrouve un petit peu dans le cas de la période entre les deux matchs, entre le Nigeria et le Burkina Faso.
Et c'est ce que je crains le plus, c'est un petit peu la grosse prise de confiance où on avait fait un match énorme contre le Nigeria, où j'étais parti défaitiste à 99% contre le Nigeria, qui était sur cette Coupe d'Afrique la meilleure équipe et qu'on a réussi à battre. Et ensuite, on n'avait pas réussi à négocier le match contre le Burkina Faso. Donc j'espère que ça servira de leçon aux joueurs et qui réussiront à tirer le positif de cette expérience pour justement rester sur ce même niveau d'intensité, de sérieux, de concentration et d'application pour pouvoir prendre le dessus sur les Australiens. Donc encore bravo à eux et puis j'espère qu'on enchaînera sur une victoire contre les Australiens pour se donner le maximum de chances pour passer au deuxième tour. Ce serait historique. Voilà pour moi. Merci Zlatan. Anthony, si tu m'entends, il faudrait que si tu peux accepter l'invitation qu'on t'a envoyée pour que tu puisses intervenir. En attendant, on va écouter Majed, tu veux que j'intervienne? Je peux intervenir brièvement si tu veux. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah bah super. Bon, je vais donner mon avis très très brièvement dans les grandes lignes. Bah déjà, félicitations aux joueurs, au public et au staff pour cette performance. Et sincèrement, je pense c'est un nul au goût de victoire. Je pense qu'on aurait pu battre le Danemark. Il y avait la place pour, de par le contenu qui a été proposé par les joueurs. Et je rejoins ce que Zlatan a dit. Je pense que là, effectivement, après ce match-là, je pense on est dans l'étape, l'entre-deux du Nigeria, entre le Nigeria et le Burkina Faso à la CAN. Et je pense que si on fait pas attention c'est-à-dire à reproduire la même intensité et à reproduire la même copie face à l'Australie, parce que ce qui nous attend, c'est qu'il va falloir produire du jeu et puis mettre des buts pour pouvoir chercher ces 3 points. Si on fait pas attention, je pense qu'on risque de se faire piéger et on va vite tomber de notre petit nuage. Donc, je pense que les joueurs doivent être concentrés, le staff doit bien préparer cette rencontre. Elle est d'une importance capitale. Donc voilà, je mets ça de côté l'Australie, la projection Australie, pour revenir sur le Danemark. Franchement, Yacine Meller, je trouve qu'il a fait un bon match. Ça m'a surpris. Il a fait un très très bon match dans le compartiment défensif. Le dispositif était intéressant. Je trouve qu'il y avait de la cohérence tactique dans les choix du sélectionneur Jaël Kadri. C'était un 3-4-3. Après, Anis Ben Slimane, je trouve qu'il a joué contre nature sur le côté droit. Je trouve que c'est un peu dommage. Je crois que c'est Ben Khaled qui disait que il pouvait pourvoyer les ballons vers les attaquants, notamment en repassant dans l'axe. Ça n'a pas été le cas. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, le milieu de terrain, il a été excellent. Franchement, performance XXL du milieu. Laïdouni et Skiri. Et oui, effectivement, ils ne se sont pas marchés dessus comme ce qu'on peut lire parfois dans les commentaires. Ils ont tous les deux composé une grande partition au milieu de terrain. On a également Ahmed Ahmed qui a été là où il le fallait. Voilà, les grands matchs, ça passe également par des grands gardiens. Aujourd'hui, il a été au rendez-vous, très clairement. On a eu une bonne défense également. On a eu Dylan Brown qui, cette fois-ci, n'est pas sorti de son match. Ah, je crois qu'il y a Anthony qui est là. Je finis très brièvement, et puis on va te donner la parole côté danois. Dylan Brown qui est pas sorti de son match, je le disais, et qui a fourni une très bonne copie. Ali Abdi défensivement qui a été parfait, qui a multiplié les courses à haute intensité. Il a fait ce qu'il savait faire du Ali Abdi. Dalague, moi, par contre, je suis pas d'accord avec Desert Eagle. Je trouve il a été un peu en deçà de ce qu'il savait faire. Je trouve qu'il a pas été bon dans son positionnement. Il a été pris de dos très souvent. Il a raté quelques contrôles. Je trouve qu'il a été un peu brouillon, Mohamed Dalague, sur le côté droit. J'espère qu'il va se rattraper face à l'Australie. Voilà. Sinon, pour les changements, l'entrée de Trinity, pour moi, elle a rien apporté, hélas. L'entrée de Hannibal, je crois que c'est Majed qui disait, c'était à double tranchant par rapport à sa fougue et son insouciance et tout ce qu'il peut apporter sur ce côté-là. Moi, je trouve qu'il a rien apporté, Hannibal, sur son entrée. Naïm City, je trouve que c'est dommage. Bon, il a tenté 2 dribbles, il a réussi 2 dribbles sur 2. Je trouve que ça manquait de panache, l'entrée de Naïm City, pour pouvoir apporter le danger et faire ce qu'il sait faire d'habitude. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, MC, qu'il y avait une action intéressante, une ou deux, où il pouvait délivrer il a délivré une passe clé, enfin, qui aurait mérité un meilleur sort, de la part de Mohamed Dalag. Je trouve que c'est un peu dommage. ASM JBL, ça fait un moment que j'ai pas vu un attaquant en Coupe du Monde, un attaquant tunisien fournir
une prestation de ce calibre, c'est-à-dire que il sait jouer dos au but. Il est juste techniquement, il est adroit. Il déclenche les bons appels. Il arrive à proposer de bonnes courses. Et s'il confirme face à l'Australie, je pense que, pour moi, de mon point de vue, depuis Ziyech Jaziri en 2006, Coupe du Monde 2006, je pense qu'on n'aura pas vu un attaquant faire une prestation de cette qualité-là en Coupe du Monde, hein. C'est mon point de vue, hein. Mais sincèrement, après Ziyech Jaziri, si Haitham Jebel il confirme face à l'Australie, je pense que ce sera le cas. Sinon, voilà, on a tenu la dragée haute intensivement. Au niveau de l'intensité, on a été très très bon. Et effectivement, deuxième clean sheet après l'Allemagne. Donc voilà. Et sinon, globalement, par rapport à Jalel Kadri, je crois que c'est son neuvième clean sheet sur 10, mis à part la défaite face au Brésil. Donc voilà, je vais laisser la main, Majed, je crois, à Norzik. Et voilà, merci. Merci Tikra. Alors Anthony, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de nous donner la vision de l'autre côté, on va dire, de la Méditerranée. Quelles sont les réactions côté danois par rapport à cette coupe? On imagine il y a un peu de déception. Euh, à toi la parole. Oui, forcément, il y a de la déception et un petit peu d'incompréhension aussi. Déjà, alors, j'ai fait un space dimanche avec certains d'entre vous. On était parti sur un 4-3-3 et au final, au dernier moment, alors le sélectionneur a changé de système, il est repassé à 5, enfin à 3 derrière avec des latéraux. Voilà, il a voulu. Ils ont voulu répondre au défi physique qui était imposé par la Tunisie et ça a occasionné du coup beaucoup de lenteur dans le jeu, surtout en première mi-temps, un jeu beaucoup trop lent. Il aurait fallu être beaucoup plus rapide, partir sur les côtés avec Scovolsen, avec Dolberg, enfin non, avec pas, enfin voilà, pas avec Dolberg, mais enfin beaucoup de déchets techniques, surtout en première mi-temps aussi, trop de déchets techniques. Des taux de passe réussis très très faibles. Et puis enfin vous l'avez dit tout juste à l'instant dans le milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain a été totalement dominée par la Tunisie, hein. Si on voit les duels gagnés par le milieu de terrain danois, c'est catastrophique, que ce soit Højbjerg, que ce soit Eriksen, que ce soit bon Delaney il est sorti rapidement, mais c'était vraiment au milieu, voilà, ils sont tombés dans le piège en fait. Normalement, on a parlé dans le space de dimanche que tout le monde était conscient qu'il fallait éviter de tomber dans le piège, qu'il fallait, euh, voilà, se rappeler du premier match du Pérou en 2018 et pas refaire les mêmes bêtises. Et en fait, ça a été tout le contraire qui a été fait. Donc, une équipe du Danemark totalement méconnaissable, avec toujours un problème de numéro 9 qui n'est pas résolu et qui sera pas, je pense, résolu pendant la Coupe du Monde. Donc, ça pose problème parce qu'on a vu que Dolberg est passé totalement à côté du match. Et tout le monde était trop moyen, quoi. Donc, comme du sélectionneur jusque tout le monde. Donc, c'est une grande déception, je pense. Est-ce que les Danois n'avaient pas gagné le match avant de l'entamer? Est-ce que c'est pas cet état d'esprit quand on voit les résultats qu'ils ont eus, par exemple, en Euro, les victoires aller-retour en Ligue des Nations face à la France? Est-ce qu'ils sont pas arrivés un petit peu, on va dire, sur deux et plutôt un petit peu déboussolés d'avoir autant de résistance dès le début de la rencontre? Est-ce que Ouais. c'est ça ce qui s'est passé ou est-ce que ils n'avaient pas bien lu, on va dire, le jeu tunisien et donc ils se sont pas correctement préparés tactiquement vis-à-vis de ce qu'a préparé la Tunisie? Sur deux, oui, parce que, enfin, sur de leur force, parce que ces derniers mois, voilà, tout se passait bien, l'équipe tournait bien, donc oui, tout sur de leur force. Après, non, dans les dernières interviews, dans les derniers messages qui étaient passés, c'est que justement, ils prenaient l'équipe de Tunisie au sérieux. Ils avaient, ils se rappelaient du premier match de la Coupe du Monde de 2018 contre le Pérou avec un adversaire, voilà, compliqué. Ils étaient un petit peu tombés dans le piège et ils s'en étaient
ils avaient du mal à s'en sortir, donc ils avaient fait en sorte de faire différemment. Mais je sais, voilà, la veille, le dimanche, c'était pas du tout c'était pas cette configuration-là qui était prévue. On n'était pas parti pour être à trois défenseurs centraux, voilà. Donc, Andersen, il devait pas jouer normalement. Enfin, c'était prévu qu'il joue pas, mais finalement au dernier moment, au dernier moment. En tout cas, ça a été caché, en tout cas, qui repasse à une défense à trois avec deux latéraux. Et puis du coup, bah devant, je pense qu'il manquait du Lindström, il manque le nom il manquait du Damsgaard peut-être, voilà. Et après, c'était trop tard. Après, ils ont jamais réussi à se remettre vraiment dans le match, dans le bon sens du match, quoi. Est-ce que le fait que Ali Abdi a vraiment muselé Skouelsen et que finalement la bataille on va dire du milieu de terrain a été gagnée par Laidouni et Sreli qui a ébranlé cette sélection danoise? Oui, non, mais comme j'ai dit, au milieu, de toute façon, voilà, Eriksen, c'est 0% de duel gagné. Enfin, je crois que c'est ça, j'ai vu les stats. Højbjerg, bon, je crois qu'on est sur du 38% de duel gagné. Donc au milieu, forcément, si on n'a pas la balle au milieu, après c'est compliqué pour développer des actions. Après, euh, il y a toujours, comme j'ai dit, ce problème de numéro 9. Dolberg est pas au niveau. Cornelius, on sait que quand il rentre, après c'est un joueur voilà qui est volontaire, qui se bat, mais en termes de technique, c'est très limité. Il me semble qu'il a loupé d'occasions assez nettes. J'ai pas vu le match après, moi je travaillais, donc j'ai pas vu le match exactement, mais de ce que j'ai pu débriefer avec d'autres personnes qui ont vu le match. Voilà, je pense que tactiquement, le sélectionneur tunisien et l'équipe tunisienne a complètement réussi son match et a réussi à emmener le Danemark là où il voulait. Très bien, merci beaucoup Anthony. On va passer la parole Merci. à Mustaz pour nous parler des 3 points qu'il a retenus de cette rencontre. Bonsoir. Alors, moi, je vais tout d'abord parler du coach. Parce que je pense que Jaël Kadri, là, il était dans sa zone de confort. Vous savez que si on regarde le CV du monsieur, il a généralement entraîné des équipes du bas de tableau, soit en Tunisie, soit au Golfe. Donc, ce genre de configuration lui convient parfaitement. Déjà, contre le Nigeria, il a rendu une copie presque similaire à ce qu'on a vu aujourd'hui. Un bloc bas, un engagement défensif complet, puis on joue sur le contre. Collectivement, on a bien assuré, tactiquement, on était bien en place. Le bloc d'équipe, il a bien basculé sur les côtés. On a bien blindé la profondeur pour empêcher les Danois de jouer leur jeu habituel avec les profondeurs, le jeu direct. Puis, quand il basculait, on a mis du surnombre sur le côté. Là, on a excellé avec beaucoup d'engagement de la part des joueurs, certainement. Dahmen, il a été bien aujourd'hui. Il a confirmé sa place du premier gardien. Là, il n'y a plus de débat possible. Euh, Talbi, égal à lui-même. Bon, il est là où il faut, à droite de la défense. Franchement, je ne voyais pas un autre joueur à sa place. Et je ne comprends même pas comment on ne pouvait pas le convoquer. D'ailleurs, ce qui est bizarre dans cette sélection, quand on discute là, c'est la convocation de joueurs qu'on met titulaires, sans souci. D'ailleurs, j'aimerais parler de Meriah. J'étais agréablement surpris par sa performance aujourd'hui. Elle a bien assuré. Et si je regarde sur le banc, on n'a pas grand-chose. Il y a Ifa, peut-être. Il y a le joueur du club africain, Randri. Mais là, Meriah, il a été tactiquement très bon.
Peut-être il a loupé une ou deux relances, oui, mais globalement, elle a été bon. Skhiri et Aidoun, ils m'ont agréablement surpris aujourd'hui avec la dynamique. Skhiri dans la description, la construction, elle a été au four et au moulin sans qu'il soit clinquant. Par contre, Aidoun, il a bouffé l'écran. Il a été là dès la première minute. Son tacle et sa geste, il a dit, donc oui, nous sommes là, et voilà, on va rien lâcher. Ça, c'était vraiment énorme. Sinon, Abdi, il est sous-estimé ce joueur. Qu'est-ce qu'il faut en Ligue 2? Je pense qu'il a le niveau d'un club beaucoup plus huppé. Je dis pas qu'il joue à Barcelone, certainement pas. Mais en Ligue 1, il a certainement sa place. Drager, par contre, c'est Drager. Il est percutant, un peu distrait, pas discret en défense. Peut-être, euh, je sais pas, physiquement, tempérament, mais parfois mais avec trois défenseurs pour couvrir, Jalel Kadri a fait le bon choix. D'ailleurs, à 4-4-2, à droite, je sais pas s'il aurait assuré. Msekni aujourd'hui, il était énorme. Bon, il n'était pas trop visible, mais à chaque fois qu'il a eu le ballon, il a su temporiser, faire le bon geste, un petit dribble, une passe en profondeur, il a créé le danger. Vraiment, j'étais surpris par sa prestation. Même si physiquement, ça suit pas, c'est pas le Msekni de 22-23 ans, mais il a très bien joué. Euh, parlons maintenant de Ben Slimane. Ben Slimane, vous savez, Kadri a comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Le milieu du Real Madrid, l'Uruguayen, là, Valverde. j'ai oublié le nom. Valverde, Moustaz. Valverde, merci. Valverde, exactement. Euh, il fait jouer Valverde comme un faux allié droit. Il a essentiellement des rôles défensifs, puis il déborde à droite dès qu'il a l'occasion, il tente des tirs. Je pense que Kadri avait cette vision de Ben Slimane. Il devait essentiellement assurer la couverture au milieu, récupérer le maximum, puis il déborde à droite, soit il tente des tirs. Malheureusement, il n'a pas été trop dans cette configuration. C'est pas de sa faute, certainement, parce que le schéma tactique était très différent. Il n'y a pas trois milieux derrière lui qui vont assurer la récupération, la relance et tout ça. Mais quand même, il a pesé, il a beaucoup aidé Drager en premier temps. Là, on arrive à Jbeli. Jbeli, j'étais agréablement surpris par sa prestation. C'est vrai qu'au Kirin Cup au Japon, on a vu de quoi il est capable. Il est rapide, il sait tirer, il sait se placer. Mais aujourd'hui, j'étais très agréablement surpris par ses courses, par ses appels. Il a très bien joué. D'ailleurs, sur l'occasion loupée, euh, il a fait ce qu'il faut. Franchement, il a fait ce qu'il faut. Mais le petit Schmeichel aussi, il a sorti euh, euh, une anticipation de malade. Il a avancé, il a fermé son angle, puis au dernier moment, il a levé sa main avec un réflexe d'un vrai pro. Globalement, on a très bien joué aujourd'hui. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le rythme a baissé, le banc n'était pas aussi bien fourni qu'on le pense quand même. On n'a pas des Ronaldo sur le banc. Les changements, bon, Kishrida pour Dragr, c'est tout à fait logique. C'est si, je sais pas, mais bon, quand je vois si au lieu de Charley, par exemple, je me dis que l'entraîneur veut gagner. Parce que c'est s'il peut apporter cette dernière passe, ce centre, cette petite créativité. Par contre, Charley, c'est jouer encore plus défensif. Slity, oui, pourquoi pas. Par contre, l'autre gars du Koweït, là, Khenissi. Khenissi, moi j'aurais mis Jbel 300 fois. Je sais pas pourquoi il a mis Khenissi, mais bon, le coach, c'est lui qui les entraîne, c'est lui qui vit avec eux tous les jours. En tout cas, je pense pas que
qu'il a fait ça gratuitement. Mais bon, c'est un choix. Et c'est lui qui entraîne les joueurs, qui sait ce qu'il fait. Là, je fais toujours confiance. Mais comme il a dit un de nos amis juste avant, il faut faire attention. On a gagné contre le Nigeria, puis on se fait bouffer par le Burkina Faso. Là, l'Australie, ça sera un autre sujet, une autre configuration, et on doit jouer pour gagner. Merci. Merci Moustaz, hein, très passionné, c'est notre administrateur du forum Tunisie Foot, donc venez sur le forum, vous serez bien accueillis. Desert Eagle, lève la main depuis tout à l'heure, donc je vais te passer la main. À toi. Oui, le danger numéro un côté danois, c'était clairement Eriksen. On a vraiment su couper les lignes de passe entre Objberg, Delaunay et Eriksen grâce au beau travail de Ladouni et Sriri. Voilà, le danger dans l'axe pouvait venir que de lui. On a vu hein, la seule fois où il a eu la balle et l'opportunité, il a pas hésité à frapper même de son mauvais pied. Ça a donné cette grosse occasion et cette super parade de Darmen. Non, vraiment, dans tous les compartiments du jeu, on a su répondre présent. Ça fait plaisir. Même le pressing aussi de nos attaquants qui ont empêché aussi les relances de la défense adverse, notamment Msakni et Gebeli. Et même Ben Slimane aussi, parce que Ben Slimane, ok, il n'a pas eu beaucoup le ballon, mais il a fait aussi pas mal de jeux sans ballon. Il a fait quand même un super travail de l'ombre euh, dans les 30 mètres, 30 mètres adverses. Donc non, je trouve que là vraiment la prestation collective était très bonne. Oui, là c'est vrai que là on va revenir au changement. Honnêtement, aucun joueur qui rentre en jeu n'a apporté quoi que ce soit. Que ce soit la rentrée timide de Slity sur une passe en profondeur, il était trop court. J'ai l'impression qu'il jouait depuis 90 minutes. Il y a aussi, oui, c'est vrai, pourquoi avoir fait rentrer Rénici, mais bon, on avait entre lui et Jaziri, donc c'est à peu près la même chose en fait. C'est limité dans tous les cas. La rentrée de Sassi, ouais, c'est vrai que ce qu'a dit Moustaz peut être cohérent, peut-être dans le sens que la Tunisie peut-être, enfin que peut-être que Sassi aurait permis de ressortir les ballons proprement en fin de match. En revanche, ouais, c'est vrai que le choix de Chalali aurait été plus judicieux. Et à la fin, à Nabal, ouais, c'est vrai que il est rentré plein de fougue et tout ça, que ça a fait amener un penalty, on a déjà venu. Voilà, donc oui, c'est vrai que les remplacements, bon, c'est vraiment le point entre guillemets gris de la rencontre. Et le cas Kadri, je pense qu'il va falloir en parler parce que mine de rien, c'est quand même un cadre de l'équipe nationale. C'est comme le joueur dont on connaît plus les étrangers. Quand on parle d'un joueur tunisien, on parle forcément de Kadri en premier. Donc son cas est un peu obscur. Jouera-t-il face à l'Australie? Parce que dans une prestation comme ça, les absents ont toujours tort en fait. N'a-t-il peut-être pas perdu définitivement sa place dans la sélection? Donc à voir. Et aussi, oui, il faut pas avoir un excès de confiance parce que l'Australien en a pris 4 ce soir. Donc ils seront aussi à bloc samedi prochain. Donc à nous de faire attention. Ok, Majed, je peux intervenir brièvement avant de laisser Skilly? Alors, juste avant Tikral, les personnes là qui ont reçu une invitation, donc Safsaf, Heisenberg, Nizar, si vous pouvez accepter les invitations, comme ça on vous passe la main. Tikra à toi et ensuite Sekili. Ok, merci. Je crois que Saf ne peut pas intervenir actuellement. Non, je voulais juste préciser deux, trois petites choses pour mettre en valeur la prestation de la Tunisie aujourd'hui face au Danemark. Bon, le Danemark, c'est le 10e mondial au classement FIFA. Après, bon, vous savez, ils ont été demi-finalistes du dernier Euro en 2020. L'entraîneur dont j'ai oublié son nom, qui était arrivé en 2020, bah, quelques mois après, il a emmené les Vikings ou les Dynamites Danish en demi-finale de l'Euro. Après, ils ont battu lors de la Ligue des Nations par deux fois l'équipe de France 2-0 et 2-1. Par rapport à la prestation de la SMJB, il avait une charnière Christensen et Simon Kjaer, je sais pas si je le prononce bien. Donc un qui joue au Milan AC, capitaine du Danemark, 121 sélections,
Et le deuxième qui joue au Barça et qui joue, enfin, qui a très peu joué au Barça, mais qui joue au Barça et qui était avant à Chelsea. Sinon, par rapport au milieu de terrain, dommage, je voulais en parler avec Anthony, mais Aïssa Laïdouni avait faim. Aujourd'hui, il avait faim face à Eriksen et face à Thomas Delaney qui s'est rapidement blessé. Et ça, je pense que c'est un des principaux enseignements parce que notre milieu de terrain a très rapidement, notamment par Skiri et surtout Aïssa Laïdouni, très rapidement coupé les premières relances. Donc ça a été intéressant. Il y a aussi Msek dans son pressing qui a coupé quelques angles de passe. Sinon, Majed parlait de Ali Abdi. Pour moi, il a mis dans sa poche Scovolsen, le jeune que Scovolsen, il a 19 ou 20, je sais plus combien il a exactement, qui joue au FC Bruges. On l'a pas vu, quasiment pas. Donc ça a été intéressant. Pour moi, Ali Abdi, il a fait défensivement le travail que Ali Maloul aurait dû faire en 2018 face à la Belgique et face à l'Angleterre. D'ailleurs, je pense que la question ne se pose plus. Ali Maloul il finit sa carrière, je pense, en tant que doublure de Ali Abdi. Je pense que ça me paraît logique. Sinon, vous avez parlé de la Olsen, il a charnière. 22 ans. Olsen, il a 22 ans. Autant pour moi, j'avais 19, Ouais. excuse-moi. Ouais, non, il a 22, mais en tout cas, voilà, c'est un jeune ailier. D'ailleurs, Damsgaard aussi, côté gauche, je l'ai pas beaucoup vu. Quand il a réalisé son entrée, on l'a pas beaucoup vu. Ça m'a un peu surpris. Sinon, la charnière a été intéressante. Je pense que Yacine Meller peut miser sur un match comme lequel il a fourni aujourd'hui. Je trouve qu'il a été intéressant pour gagner ses duels aériens notamment. Sinon, je voulais parler d'Ahmen très rapidement, parce qu'il s'exprime. Pour moi, c'est un paradoxe. Alors, pourquoi? Pas pour le talent, c'est qu'en fait, sa première convocation, elle est en 2018 lors des qualifs de la CAN. Et là, il compte actuellement 6 sélections et c'est son premier match de Coupe du Monde. Et il réalise un match formidable face au Danemark. Donc, je trouve que c'est assez paradoxal parce que c'est dommage qu'on lui ait pas fait confiance, un peu plus confiance bien avant, quoi. Je pense qu'on Il a aurait eu, pu. les ligaments croisés entre-temps. Oui, 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 il s'était blessé, bien évidemment, mais après, quand il était revenu, il a souvent été relayé au poste numéro 2, numéro 3, enfin même un peu plus, quoi. Il y a certains stages où il avait été convoqué, et il y avait Hassan et Ben Mustafa qui étaient devant lui. Sinon, j'avais évoqué, par rapport à Wabi Kazri, c'est des articles qu'il évoquait. Franchement, c'est une bonne remarque. Moi, j'ai pas plus d'éléments que ça. Je sais pas si quelqu'un a des éléments. Est-ce qu'il s'est passé, alors c'est une hypothèse que j'évoque, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a une brouille. Ça me paraît assez étrange qu'il n'ait pas fait son entrée en deuxième mi-temps, quoi. Je pense que la logique aurait été que Wabi Kazri rentre à la place de Youssef Mseki. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec son poids et sa forme actuelle? Bah, Sa prise de ouais, poids? franchement, bon, moi, je peux rien Parce évoquer qu'on a parce vu que je vais que Rony, pas. il était mignon, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que le cas mérite de s'y attarder parce que c'est un peu étrange. Je pense qu'il Moi, aurait je dû pense rentrer. que, moi, je pense que Khadr considère Khazri comme un ailier gauche. Donc, soit joue lui, soit Mseki, soit Sliti. Il a finalement choisi Sliti. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci au niveau de la composition de départ, comme ça a été le cas face au Brésil, et que, enfin, est-ce que c'est du fait qu'il n'a pas été aligné titulaire et donc, je sais pas. On peut s'imaginer un tas de choses, mais on aura des Alors, éléments. Oui, moi, j'ai dit. alors, Concrètement, pardon, concrètement, le joueur de fortune de Khadri, c'est Mseki. Face au Nigeria, il a débloqué la situation quand Khazri était absent à cause du Covid. Il a remporté le match grâce à un exploit individuel. Donc, je vois mal Khadri se passer de Mseki. Tactiquement, Khadri ne voit pas Sliti comme un joueur de pointe. Il préfère peut-être Jbeli d'un degré moindre. Kazri plutôt. Euh, Pas Sliti, euh, Kazri plutôt. Tu disais alors, Sliti. s'il y a un sujet d'à côté, enfin, le seul qui peut en parler, à mon avis, c'est notre ami Ahmed. Ahmed, je t'ai fait monter si tu peux intervenir par rapport au cas Khazri et puis aussi donner ton avis sur la rencontre d'aujourd'hui, les 3 points que tu as pu retenir. Bonsoir tout le monde. Bon, excusez ma voix. J'ai commenté un match pendant 98, 90 minutes
dans un stade où il faut se cacher pour commenter parce qu'on n'a pas le droit, c'est pas facile, donc l'envoi, elle est partie quelque part. Par contre, je suis pas adepte, d'ailleurs, je partage le même avis que Mej, il m'avait dit ça une fois. Je suis pas adepte excuse-moi, Titra, je te manque pas de respect, mais je veux juste te faire partager avec toi ce que je pense. Je pense que c'est pas le moment d'évoquer de tels trucs parce que sur les réseaux sociaux, ça devient viral rapidement. Pourquoi Khazri n'a pas joué? Bah, tout simplement, pour moi, Khadri il a fait des grands choix d'ailleurs aujourd'hui. En alignant par exemple Abdi, en alignant Ben Semen, en alignant Jbeli. Khazri s'est échauffé avec les autres joueurs, il n'a pas fait son entrée. Il le savait déjà. Il sait qu'il ne va pas jouer titulaire, mais peut-être qu'il va jouer dans le match. Ça, je le sais. Mais il ne faut pas en créer une polémique parce que je pense que ce n'est pas le moment. Pour une fois, Je- ex- Excuse-moi, mais pour la défense de Tikra, je pense pas que c'est pas une polémique, mais la question mérite d'être posée quand Non, même. non, 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 je ne suis pas en train d'accuser Tikra, pas du tout. Mais en fait, je pense Un peu. que La question c'est. mérite d'être posée. Kazri est quand même un cadre de la Tunisie, il a quand même été très performant en 2018. Hmm. Au moins, le mérite d'être posé. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans les détails. D'accord. Je vais te donner l'explication pourquoi Naïm Slik est rentré. Je ne suis pas en train d'accuser Tikra, là, pas du tout. C'est un ami. Je ne suis pas en train de jeter des accusations à gauche et à droite. Mais je suis pas, en même temps, je suis pas adepte du discours. Maintenant, on n'est pas dans une phase où il faut poser trop de questions. On a une mission. Par coup de miracle, je sais pas, ou la Paris Bint, je sais pas ce qui s'est passé. On a arraché un nul. Faut pas oublier que le deuxième clean sheet en 16 matchs dans une Coupe du Monde, c'est pas facile. Depuis 78, on n'a pas fait un clean sheet. On a toujours encaissé des buts. Maintenant, pourquoi il a fait entrer Naïm Slik? Tout simplement pour garder le ballon, pour faire des dribbles. Vous avez certainement remarqué la liaison, le link, surtout sur le couloir gauche avec Maillet. Et voilà, il avait besoin de quelqu'un qui prenait le ballon, qui gardait, qui faisait des dribbles. Et je pense que c'était la vraie raison pour laquelle il a fait entrer Naïm Sliki. Il n'a pas choisi de faire entrer plutôt Abdel Khadr. Et après, certainement, s'il y aura un truc concernant Khadr, on va le savoir. Ça sera pas un secret. Mais je l'avais dit déjà avant la Coupe du Monde que Khadr, il va pas 100%, mais 90%, il va annoncer sa retraite internationale après la Coupe du Monde, je pense. Enfin, les échos, mais je suis pas sûr, mais à 90%, ça sera le cas. Après, pourquoi il n'a pas joué? Je pense que j'avais donné la réponse. Il préférait un joueur qui faisait des dribbles, qui gardait le ballon pour aller encore plus loin en avant. D'ailleurs, c'est ce qui explique, par exemple, pourquoi il a fait entrer plutôt Khnisi et non pas Saif El Jaziri. Parce que Khnisi, en quelque sorte, même si il avait joué 10 petites minutes, il a quand même pesé sur la défense dans les duels aériens. Il a cherché le ballon et tout. Donc, il ne pouvait pas le laisser libre parce que peut-être il savait qu'il pouvait créer le danger, peut-être entre guillemets, lors des 10 dernières minutes. Voilà. Merci Ahmed, même si en fait Ikra il n'a pas affiché Khazri, enfin, on s'est posé juste la question. Oui. Je suis en train de dire que Khazri, c'était une question de choix. Oui, Et s'il y a un truc qui va se passer, on le saura certainement. Et je peux oui, aussi. Non, mais non, même sur le choix sportif, on peut, enfin moi personnellement, je me posais la question de la pertinence du oui, choix par exemple de Msekni versus Khazri, parce que Msekni il a fait deux coups d'éclat, on va dire, sur toute la rencontre à la 30e et la 70e minute, et entre-temps, bah, il marchouillait un petit peu, alors que, et c'est un peu normal, hein, vu la forme physique qu'il a actuellement. oui. On aurait pu se poser la question en disant peut-être que face à des Danois qui sont athlétiques, et la preuve, ils ont eu la possession du ballon, hein. Face à des Danois athlétiques, on peut mettre quelqu'un qui est prêt physiquement, malgré les difficultés qu'il rencontre avec Montpellier, mais Khazri physiquement, il est vraiment au rendez-vous. Et on aurait pu imaginer ça. Donc après, de toute façon, nous, spectateurs et téléspectateurs, on a toujours des possibilités d'imaginer. C'est très difficile de faire des choix, et c'est pour ça qu'il y a un entraîneur qui fait des choix.
Pendant la compétition, on les accepte et on va les juger plutôt à la fin. Mais pour autant, la question se pose. Euh, sur cette rencontre, il y a eu quand même deux faits de jeu qui sont les deux éventuels penalties. Nous avons Nizar Chandoubi qui maîtrise très 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 bien ce sujet. Nizar, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux nous parler des deux faits de jeu? Le premier fait de jeu, c'est la main qui a été touchée par le défenseur danois et l'arbitre a laissé jouer. Il nous a donné un corner, il me semble. Et le deuxième, c'est la VAR qui a été appelée pour le penalty et finalement l'arbitre a donné un coup franc par la Tunisie. Si tu peux activer ton micro, à toi, Nizar. Salam Louled, salam tout le monde. Bon, déjà, alhamdoulilah Rabbi, le petit match nul, ça fait plaisir. Alors, sur les deux faits de jeu, sur les mains, donc c'est un éternel débat. Hein. Et les mains, les règlements, ils n'arrêtent pas de changer régulièrement depuis ces dernières années. Bon, petite piqûre de rappel sur la nouveauté des mains là, depuis un peu plus d'un an. On va commencer par rappeler la règle. Bon, comme d'habitude, premier point, s'il touche délibérément le ballon de la main, s'il y a une volonté de toucher le ballon de la main, là, une main est sifflable et sanctionnable, il n'y a pas de problème là-dessus. La petite nouveauté, c'est quoi? Je vous lis vite fait le règlement. Si le joueur touche le ballon du bras ou de la main, lorsque, en ayant artificiellement augmenté la surface de son corps, alors, il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique. En ayant son bras et sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi être sanctionné. Donc ça, c'est le texte officiel du règlement pour la main. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de la notion de involontaire. D'accord? Ça, c'est fini. Ça veut dire que dire il a pas fait exprès, il lui tire dessus, c'est fini, ça. En fait, on s'en fout. Donc, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la position du bras, elle est naturelle par rapport au mouvement du corps à ce moment-là? Ok? Et donc, là, les consignes qui ont été un peu données pour aider un peu, pour juger, c'est, bon, je vais essayer de vous décrire un peu. Imaginez-vous la personne debout et la position de son bras qui est complètement relâchée. Donc, les bras, ils sont vers le sol. Donc, on va dire que ça fait à peu près 0 degré. Hein, les bras, ils sont vers le sol. Ok. Si je commence à lever mes deux bras jusqu'à peu près 45 degrés, on considère encore que les bras, ils sont dans une position naturelle. Ils sont vers le bas, à peu près. Entre 45 et 90 degrés, d'accord. Et c'est d'imaginer 90 degrés, ça veut dire que les bras, ils sont à la verticale par rapport au corps. Eh ben, entre 45 et 90 degrés, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. D'accord? En fonction du mouvement, en fonction du moment, l'arbitre jugera si la position elle est naturelle ou pas. Au-delà de 90 degrés, il n'y a plus d'appréciation d'arbitre. Ça veut dire que toute main au-dessus de l'épaule, bras ou main au-dessus de l'épaule, on considère que dans tous les cas, c'est une main qui doit être sanctionnée. Voilà. Et si c'est dans la surface, c'est penalty. Là, il n'y a même pas essayé de se poser la question. Donc, il y a tout ce flou artistique qui est entre le 45 et 90 degrés, et c'est toujours là qu'il y a débat. Donc, pour la première main, du Danois, elle fait clairement partie de cette zone orange entre 45 et 90 degrés. Donc, c'est bien à l'appréciation de l'arbitre. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Bien sûr, il n'y a pas de mouvement. La première question qu'il fallait se poser, c'est est-ce qu'il y a un mouvement du bras vers la main, est-ce qu'il y a un mouvement du bras vers le ballon? Non, clairement, il n'y a pas d'intention, il n'a pas bougé son bras vers le ballon. Voilà. De toute façon, aussi, on voit que le gars, il tire très vite, il n'a pas le temps de réagir. Voilà, son bras, il n'a pas fait de mouvement. Donc, ensuite, est-ce qu'il est à peu près à quelle position? Bah, comme je vous ai dit, il est dans la position de orange, on va dire, voilà, où c'est à l'appréciation de l'arbitre. Voilà. Et ce genre de main, pour moi, honnêtement, elle n'est pas sanctionnable. Voilà, en toute franchise. Donc, on enlève la casquette tunisien, hein, elle n'est pas sanctionnable. D'accord? Il lui tire dessus et il n'a pas le temps de l'esquiver. Et sa zone, elle est pas, enfin, le bras, il est dans une zone qu'on peut pas dire qu'elle est
complètement pas naturel et qu'il augmente la superficie de son corps. Donc voilà pour la première main. Est-ce que déjà, je sais pas si ça a été à peu près clair ou pas? C'est Donc, Nizar, très, moi, très Oui, j'ai tout à j'ai fait. une question perso, ouais, si tu me permets. vas-y. Moi, j'avais vu que le ballon, en fait, j'ai deux questions. Que le ballon avait touché la cuisse du Danois, je me rappelle plus son nom, avant d'aller vers le bras. Est-ce que ça, déjà, ça joue? Et ma deuxième question, est-ce que le fait que le ballon soit mort, quoi qu'il arrive, qu'il partait en 6 mètres ou en corner, est-ce que ça joue ou ça change rien s'il y avait vraiment une erreur manifeste là-dessus? Alors, les deux, ça joue. Les deux, ça joue, mais c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison pour dire non, complètement. Ça veut dire que la notion de rebond, ils ont parlé, alors c'est vrai qu'ils en parlent un peu moins ces derniers temps dans nos stages, etc., d'arbitre, mais en fait, c'est pas une, comment dire, c'est pas une condition éliminatoire. Ça veut dire, on peut pas dire ça rebondit sur la cuisse, alors c'est bon, ça se siffle pas. Ben non. Si ta main elle est en l'air là, complètement en l'air au-dessus de ta tête, elle a rien à foutre en l'air ta main. Et elle aura beau faire un rebond sur deux têtes en même temps, puis toucher ta main en l'air, il y aura pénalty. Est-ce que déjà c'est assez clair? Très clair. Ça veut dire qu'en fait c'est pas une condition pour dire c'est bon, ça se siffle pas. D'accord? Donc il y a la notion principale qui reste, qui est la position naturelle du bras ou pas. D'accord? Après, sur les zones un peu limite, si en plus il y a le rebond, ça va jouer en faveur de je siffle pas. D'accord? Ça joue un peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas une condition pour dire penalty ou pas. Ok? Et pareil pour le fait de la balle, elle sort de toute façon. Ça jouera peut-être inconsciemment aussi un peu sur l'arbitre, sur le fait que comment dire, le mouvement du bras ou pas. Des fois, tu peux avoir un doute, tu vois, sur le mouvement du bras ou pas. Est-ce qu'il a fait, est-ce son bras il a bougé vers le ballon ou pas? Ben non, tu dis, il y a aucun intérêt, elle sortait, donc non. Donc, si tu as un doute, ça va jouer. Mais pareil, c'est pas une condition. C'est-à-dire que, imagine, je te prends pareil le cas extrême, hein, son bras il est complètement en l'air, hein, et, les deux bras en l'air, et que le mec il tire complètement à côté, qu'elle allait sortir en sortie de but. Si son bras il est complètement en l'air, si l'autre il est con, peut-être qu'il croyait que les cages étaient derrière lui, je sais pas, eh ben ça sifflera penalty quand même. D'accord? Donc c'est pas une condition, c'est pas, en fait, l'arbitre va jamais se dire de toute façon elle sortait, alors non je sifflerai pas penalty. Non non. La principale question c'est est-ce que la position du bras elle est naturelle ou pas? Ok, très clair. Merci, Nizar. Merci beaucoup, Nizar, c'est très très clair. Super. Ça, c'était pour la première main. La deuxième main, celle des Tunisiens. Alors, pour la main tunisienne à la 94e minute, les gars, on a eu très chaud. Hein, je vous le dis honnêtement. Elle est beaucoup plus limite celle-là. Le bras, il est quasiment à 90 degrés. Pour moi, le bras est là et le début de l'avant-bras, ok, il est un tout petit peu en dessus de l'épaule, mais sa main, elle est au niveau de l'épaule. Hein. Franchement, on a eu chaud. On a eu chaud, très chaud. Je suis pas sûr que lors des débriefs des arbitres, ils vont valider la décision de l'arbitre. D'accord? Voilà. Franchement, En c'est fait, limite. si je peux me permettre, Gendoubi, Ouais. je crois que sur la VAR, on voit une poussette sur Knissi. Donc c'est pour ça qu'il a fait jouer coup franc juste après. Est-ce que tu peux confirmer ou est-ce que tu as vu la même chose? Bah, tu sais quoi, j'ai pas percuté par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est ça en Ouais. fait. Mais Bah oui, qu'il a donné coup franc, ouais. justement, finalement, il y a eu corner, normalement pour les Danois. Mais après le visionnage, l'arbitre a mis coup franc pour les Tunisiens. Ouais, et la faute, elle est avant la main. Je À ce confirme, la faute, elle est moment-là, avant la main. Exactement, elle est avant la main, ouais, tout à fait. Ouais. Et effectivement, la poussette, elle est complètement gratuite. Le joueur il se désintéresse du ballon complètement. Il ne fait que pousser gratuitement le joueur. Donc oui, c'est une faute sanctionnable. Donc voilà. Mais sinon, pour revenir sur la main, je vous le dis, honnêtement, on a eu chaud. Voilà. à ce moment-là, je ne respirais plus. Ah, pareil. Pareil. Donc Panique totale. Panique totale. Ouais, exactement. Bah écoute, merci beaucoup Nizar pour ces éclaircissements très clairs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert peut-être des nouvelles façons de voir les pénaltys. C'était très intéressant.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous avez bien vu la réaction de Shaweli quand l'arbitre il dit non, finalement, il n'y a pas pénalty. Il s'est mis à crier ah non, me fait chaud pénalty. Il était vraiment heureux. Franchement, je pense que comme nous tous. Hein. Alors, juste un dernier point, juste pour rappel sur le règlement. La VAR, les consignes qu'ils ont, c'est d'appeler l'arbitre uniquement quand ils sont sûrs que pour eux, l'arbitre commet une erreur. Ça veut dire que s'ils ont un doute, ils laissent la décision de l'arbitre. D'accord? Il faut qu'ils aient quasiment certain, quoi. Tu vois, ça veut dire que là, l'arbitre de la VAR, il a appelé l'arbitre pour lui dire, en gros, ça veut dire que pour lui, il y a penalty. Faut juste vous dire ça. Hein. Ça veut dire que s'il a appelé l'arbitre, voilà, certains se posaient la question par rapport à la première main. Ça peut être pourquoi la VAR n'a pas appelé l'arbitre, parce que elle est pas, comment dire, on peut pas dire clairement et de façon certaine, oui, il y a penalty. C'est pour ça que la VAR n'a pas appelé l'arbitre. En fait, les gens ils pensent que dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un petit doute, la VAR doit appeler l'arbitre. Non. Les consignes de la FIFA, justement, c'est pour éviter de hacher le jeu toutes les 2 minutes et d'appeler tout le temps l'arbitre. Voilà. D'ailleurs, il n'appelle jamais les arbitres pour les hors-jeux, parce que là, c'est technologiquement tranché. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi? J'ai dit qu'il n'appelle jamais les arbitres pour les hors-jeux, parce que technologiquement, elles peuvent trancher. Non. En fait, le hors-jeu, il l'appelle uniquement s'il y a un but. En fait, il y a des motifs officiels pour la VAR. Tu vois, et le hors-jeu, si c'est juste un hors-jeu, il va pas l'appeler. D'accord? Justement, je parle en cas de but. Ah, en cas de but, si, il l'appelle, bien sûr que si. Pardon, oui, tu veux dire s'il y a, oui, pardon. Je parle du visionnage, pas de l'appel. Exactement, oui. Si c'est clair, il l'appelle pas. Il lui dit juste dans l'oreillette. Il lui dit non, refuse le but, il y a hors-jeu, clairement. Exactement, oui. C'est ça. Je te confirme. Super. Merci beaucoup, Nizar. Merci à tous les intervenants. On va laisser la parole aux auditeurs. Je vois qu'il y a Soufiane qui a levé la main. À toi, Soufiane. Oui, salam à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait plaisir de discuter avec vous parce que je suis membre Tunisie Foot. Bon, c'est la 2e fois là qu'on fait un space. C'est quoi votre pseudo sur Tunisie Foot? C'est Tunisie Foot, justement. Et c'est vrai que ça fait des années parce que moi j'y suis depuis 2003. Donc ça fait quand même très très longtemps et ça fait plaisir de parler avec certaines personnes avec qui j'ai pu échanger mais que je n'ai jamais entendu au niveau vocal. Et là, ça fait plaisir d'échanger avec certains directement en direct. Oui, certains auraient pu faire carrière dans la chanson. Oui, tout à fait, oui. Même si c'est vrai que des fois, les débats étaient parfois houleux, que parfois c'était assez, certains avaient des idées assez tranchées, tout ça. Mais bon, c'est bien, ça fait partie des débats et je trouve que la communauté Tunisie Foot, c'est l'une des premières qui s'était lancée d'ailleurs au niveau du football tunisien et c'est bien de se retrouver sur des spaces, de pouvoir échanger de vive voix comme ça. Sinon, pour revenir au match d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais assez mitigé par rapport au résultat parce que moi j'y croyais vraiment à cette victoire et je trouvais que bon, c'est un bon score évidemment que l'on a réalisé. On va dire, c'est un score qui est positif, mais je trouve qu'il y avait vraiment la possibilité de gagner ce match-là. Mais voilà, après, si on ose un peu trop, on s'expose aussi à des contres. Je trouve qu'on a réussi notre match globalement au niveau tactique, que les joueurs vraiment se sont investis. J'ai pas là en tête un joueur qui a vraiment démérité. Peut-être à un degré moindre. Peut-être je mettrais Ben Siman et Drager, mais bon, ils n'ont pas été non plus catastrophiques. Ils ont fait un match, on va dire, correct. Et sinon, là, je sais plus qui c'est qui parlait par rapport aux 2 mains qui ont eu lieu. Mais pour moi, la main du Danemark, il y a clairement penalty. C'est une main qui est décollée du corps. La main, elle est au niveau... En fait, c'est un arbitre qui nous en a parlé, donc... Oui, mais oui, non, mais bien sûr. Après les arbitres, je veux dire sur
beIN Sport France, il y a clairement penalty pour eux. Hervé Matou, je sais pas si vous avez vu, il a fait un tweet, il a dit qu'il y avait clairement penalty aussi. Donc, Oui, il a dit sauf qu'en que Ligue 1, Hervé ça se Matou, Hervé Allez. Matou n'est pas un arbitre. Oui, 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 c'est pas un arbitre, non, mais je sais bien. Mais la Là-dessus, règle, là-dessus, Sofiane, je suis désolé, je te ouais, coupe 2 secondes. ouais. Si tu écoutes beIN arabe, il y avait Rindoud, l'Égyptien. Il a dit pareil, il n'y a pas péno. Oui, après, c'est pour ça que je dis, c'est là où je voulais en venir. En fait, là, c'est subjectif. Ça veut dire, si ça se siffle, c'est pas un scandale, et si ça se siffle pas, bah, c'est pas un scandale non plus. Mais on est d'accord qu'on a vu des pénaltys pour beaucoup moins que ça. Avec des VAR, hein, je parle. Hein. Je parle pas des pénaltys. Là, la main, elle est horizontale. Le gars contrôle le ballon de la main. C'est pas une main Non. involontaire pour moi. C'est-à-dire que bon, il n'a pas fait exprès de mettre la main, ok, ça, on est d'accord, mais on peut pas dire qu'elle est totalement involontaire. Nous, notre joueur, il met main, effectivement, il y a une main, mais les deux mains sont collées vers les jambes. Elles sont C'est pas de levées. l'appréciation. Franchement, c'est de l'appréciation, ça. Tu vois, en fait, Après, c'est de l'appréciation. ouais, j'enlève le côté Toon, si tu vois. J'aurais Ah sauté non, de mais là, c'est joie. de l'objectivité, J'aurais Lisa. Là, sauté de joie s'il y avait penalty, tu vois. Mais en là, toute franchise, tu vois, entre là, Lisa, 45, comme tu dis, pour essayer de vous décrire, entre 45 degrés et 90 degrés, ça dépend du mouvement du corps pour dire si c'est oui, naturel ou pas. Tu vois, si tu es en train de courir et un peu sur le côté, bah ton bras naturellement il va se lever et tu verras il va se décoller un tout petit peu. Donc d'un côté on peut pas enfin on va pas couper les mains des joueurs, tu vois. Donc non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je veux dire par là, il faut pas tomber. Attention, je suis pas dans le complotisme ni rien. Mais pour moi, l'arbitre, sur cette action-là, il doit au minimum aller voir l'action. Or, il ne l'a pas fait. non, Pour moi, je alors suis en fait, désolé. non, t'as deux choses. Regarde, la première chose, c'est que l'arbitre déjà à chaud, déjà l'arbitre à chaud, il a pas estimé qu'il y avait penalty. Déjà, c'est un premier truc, tu vois. Et le mec, il est FIFA, il est international, il est parmi les meilleurs, l'élite de l'élite, machin, etc. C'est un très bon arbitre. S'il est là, c'est qu'il c'est un très bon arbitre. Déjà, lui à chaud, il estime qu'il n'y a pas penalty. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, t'as un arbitre qui est assis au chaud avec des ralentis, d'accord. Et lui, il a estimé qu'il n'y avait pas scandale. Donc, bah, il y en a quatre. il n'a pas fait appel Excuse-moi, à Lisa. l'arbitre. Excuse-moi, Hmm. Lisa. Il y en a quatre. Tu vois, là, je suis en train de regarder l'action, là. Oui. Bon, je suis sur la télé en même temps que je parle avec vous. La main, elle est clairement, je veux dire, Abdi, il lève le ballon et le gars, il a la main levée à 90 degrés et il la touche de la main. Peut-être que Allez. Abdi peut passer avec le ballon. Je suis désolé, Attends, moi, attends. quand je vois des pénaltys pour beaucoup moins que La ça. balle a sorti à ce moment-là. Hein. Elle sortait la balle. Hein. Ah, mais c'est possible qu'elle sortait, on est d'accord. Donc Mais Abdi n'aura pas récupéré le ballon. regardez, je vais vous donner un exemple. Le but que prend le PSG contre Manchester il y a 2 ans, sur la main de Kimpembe. Bah, je suis désolé, elle est beaucoup moins. Pourtant, il y avait la VAR à l'époque. Hein. Elle est beaucoup moins flagrante que cette main. En plus, le ballon sortait, etc. On peut en sortir plein des mains comme ça, parce que celle-ci m'est revenue maintenant en tête, mais on peut en sortir plein. Moi, je suis désolé, pour moi, il devait au moins être alerté par la VAR pour aller voir l'action. Et peut-être que là, son avis aurait changé. Bon, maintenant, on va pas râler on va pas polémiquer sur ça. Il y avait aussi une action litigieuse de l'autre côté, il a pas sifflé, penalty, ok, il y a pas de problème. Pour revenir au match, voilà, moi je trouve que on a fait un bon match. Tactiquement, on a été bien en place. Les joueurs, je pense qu'ils ont fait vraiment ce qu'il fallait faire. Ils pouvaient pas trop s'exposer non plus, parce qu'au fur et à mesure que le temps tournait, je pense qu'ils se demandaient est-ce qu'il fallait tenir le score ou est-ce qu'il fallait pousser un peu plus et se découvrir au risque de prendre un but, sachant que c'est peut-être l'adversaire direct pour la qualification. Donc voilà, c'est assez compliqué et ce soir on n'a pas à rougir de ce résultat. Je trouve que c'est un résultat logique pour les deux équipes. Mention spéciale au public. Franchement, je pense que tout le monde l'a vu. Jusqu'à présent, je pense que ça a été le meilleur public hein, pour l'instant de cette Coupe du Monde. Et ils ont vraiment poussé, ils ont vraiment aidé à obtenir ce match nul. Euh, Après, pour moi, mon analyse complète, je dirais qu'on a eu une mi-temps chacun. La première était pour nous, globalement. Hein. Et la deuxième, je dirais que le Danemark, avec le poteau et les quelques actions dangereuses, ils ont un peu plus poussé que nous. Mais voilà, le résultat est logique. Et maintenant, voilà, on est dans un autre contexte de match contre l'Australie. Il va falloir. Justement, Soufiane, merci Ouais. pour ton intervention. Donc là, on finit la partie dédiée à l'après-match Tunisie-Danemark. On essaye
de se projeter sur l'avant-match Tunisie-Australie. Desert Eagle, tu as levé la main. À toi la parole. D'accord, bah, je conclus juste sur le Tunisie-Danemark, moi de mon côté. Voilà, il faut pas minimiser notre performance, on a été énorme. Tenir la baraque face au Danemark, une nation qui est des demi-finalistes de l'Euro, une nation qui est dans le top 10 mondial, une nation qui a malmené la France à 2 reprises. Non, c'était quand même extraordinaire ce qu'on a fait, mais vraiment, je pèse mes mots. On n'est pas loin du plus grand exploit du football tunisien, honnêtement, parce que le Danemark, c'est une très, 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 très belle équipe. Franchement, j'ai été le premier même à le dire ces dernières semaines, même dans les Spaces. Je nous voyais vraiment mal tenir la baraque face aux Danois. Peut-être la première mi-temps, mais je pensais qu'on allait vraiment plonger physiquement en deuxième mi-temps. Et alhamdoulilah, on a réussi à les déjouer. Et cette performance, ça fait le tour du monde, hein. Il faut que vous sachiez, les frères, hein. Ça a vraiment, que ce soit du côté anglophone, hispanique, etc., cette performance, ça a fait le tour du monde. Et certains joueurs, dont l'Adouni, vraiment, je pense qu'il y a des recruteurs qui devaient vraiment le regarder de très près, là. Merci Desert Eagle. Donc la France a éclaté, on va dire, l'Australie 4-1. Donc une belle, on va dire, entrée en matière du champion du monde. L'Australie qui, malgré le premier but qui a accueilli à froid les Français, bah, finalement n'a pas soumis on va dire une belle prestation ce soir, avec quand même pas mal de déchets. L'Australie, ça va être notre prochain adversaire. C'est l'équipe qu'il faut battre pour engranger des points, mais qu'il faut pas non plus sous-estimer. C'est une équipe qui a fait le choix de jouer avec l'Asie justement pour augmenter son niveau de jeu, hein, parce qu'en Océanie, ils ont très peu d'adversaires. Ils viennent juste derrière le Japon et l'Arabie Saoudite en termes de niveau. Ils se sont qualifiés au travers les matchs de barrage avec les pénaltys. Donc voilà, c'est une équipe qu'on a rencontrée, qu'on a battue avec Santos plutôt dans les Jeux olympiques. J'ai souvenir Non, la Coupe intercontinentale, mais La Coupe des Confédérations de 2005, Voilà, en Allemagne. Ah oui, c'était la coupe, exactement. Enfin, il y avait deux matchs. Il y avait un match aux Jeux olympiques et un match en Coupe des Confédérations. Et puis, il y avait un match amical où ils nous ont battus, je crois, 3-0, si mes souvenirs sont bons, mais ça remonte à très longtemps. Donc, voilà, c'est une équipe qui est pas forcément la plus, on va dire, la plus performante, mais faut pas non plus les sous-estimer pour qu'on puisse enfin, je l'espère, passer ce premier tour qui passe forcément par une victoire face à l'Australie. Comment voyez-vous cette rencontre? Levez les mains, ceux qui veulent intervenir. Sikili, ensuite Desert Eagle. Ouais. Bon, pour l'Australie, moi je rejoins ce qu'a dit Zlatan en début de Space. Moi, ce qui me fait peur, c'est la Tunisie, en fait. L'Australie ne me fait pas peur. Pour tout vous dire, ce que j'ai vu sur le match contre la France, j'ai vu une équipe très naïve qui jouait, qui alternait le bloc bas, bloc haut, qui qui avait des errements défensifs, qui se prenait facilement, qui se faisait beaucoup prendre et assez facilement dans le dos. Moi, l'Australie en soi ne me fait pas peur. Ok, il va y avoir une bagarre physique, comme avec le Danemark. Le milieu de terrain se doit d'être aussi costaud que contre le Danemark. Et de toute façon, si la Tunisie veut réussir, ça va passer par notre milieu, hein, faut être clair. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la Tunisie. Parce que on se connaît les Tunisiens, on sait comment on s'enflamme trop vite. Euh, Après une presta comme contre le Danemark, ils se voient déjà tous. J'espère pas, mais ça me rappelle un peu le Nigeria. Donc j'espère que les joueurs vont avoir le même état d'esprit qu'aujourd'hui. S'ils rentrent avec le même état d'esprit, avec les mêmes convictions, avec un meilleur schéma d'attaque, on va dire, si on travaille plus le côté offensif durant ces 3 jours, je pense que ça le fera contre l'Australie, mais attention à nous-mêmes, toujours. Voilà.
Merci Sikili. Je passe la main à Desert Eagle, ensuite Ben Khaled, ensuite Mustaz. Sikili, tu as parfaitement raison. Je pense que le pire adversaire qu'on aura au prochain match, ce sera nous-mêmes. Et notre excès de confiance qu'on pourrait avoir après un bon résultat, on déjoue généralement le match suivant. En revanche, voilà, on prend souvent l'exemple de Nigeria et de Burkina Faso, cette transition-là, mais les Australiens pas des, n'ont pas des liés très percutants comme peut avoir les Burkina Faso. C'est surtout notre point faible. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des contres, ça pourrait aller moins vite que les Burkinabés. Donc il faut faire attention, même, bien évidemment, il faut faire attention quand on a la balle. Moi, je veux revenir vraiment sur l'équipe de France. Vous voyez, on disait, ouais, tiens, ils sont pas en forme, malédiction des champions du monde, les blessés, etc. Ok, ils ont été doutés dans les 20 premières minutes, mais ils ont vraiment répondu présent. Donc là, c'est là que je me dis, alhamdoulilah qu'on les affronte qu'au troisième match. Parce que si on les avait affrontés là aujourd'hui, franchement, je pense qu'on aurait eu très mal. Vraiment très très mal. Surtout si on avait ouvert le score comme les Australiens. Voilà, donc une qualification passera forcément par une victoire. Et pour augmenter nos chances, il faut que cette victoire face aux Australiens soit combinée par une victoire des Français sur le Danemark. Pour qu'on a affronté les Français avec 6 points. Donc voilà, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Attention aux Australiens aussi, que je pense qu'ils ont pris aussi une claque aussi aujourd'hui. Ils vont peut-être aussi se venger au prochain match. Parce que c'est rare que les Australiens se prennent une raclée en Coupe du Monde. Hein. Je pense que dans un match en jeu, mis à part ce match-là, il y avait le match face à l'Allemagne où ils ont pris 4-0 en 2010 au premier match. Je ne compte pas la défaite 3-0 face à l'Espagne parce qu'ils étaient déjà éliminés les deux. Donc oui, faire attention parce que c'est une équipe qui accroche énormément. Merci Desert Eagle. Ben Khaled, à toi la parole. Ouais, moi, je vais être bref, en fait. J'ai vu le match France-Australie. Au début, j'ai été surpris par l'engagement des Australiens. Ça m'a limite fait un peu flipper. Mais au fil du match, j'ai vu que la France a repris le contrôle et les Australiens étaient un peu brouillons. Je trouve que tactiquement, c'est pas trop ça. Je trouve que sur ce volet, je pense qu'on est meilleur. Maintenant, la Tunisie, forcément, elle peut craindre que la Tunisie, elle peut se craindre qu'elle-même. Mais j'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde, il y a une prise de conscience des joueurs. Il y a le public qui est derrière nous. Il y a plein de paramètres en fait qu'il n'y avait pas avant. Et voilà, comme Desert Eagle, je pense que une victoire de la Tunisie combinée à une victoire de la France, ça nous envoie à 70% de chance, je pense, au deuxième tour, voire 90%, je dirais. 90, ouais. C'était voilà. Donc moi, je suis vraiment optimiste. Et puis, je pense que les joueurs feront le taf. Maintenant, si je me pose la question, est-ce qu'on repart avec le même système? Je pense que oui, il faut rester sur les mêmes bases. Et puis peut-être la jouer un peu plus offensive. Si Khazri n'est pas là en début de match ou s'il est pas titulaire, qu'il rentre au moins à la 60e minute. Ça dépend aussi de la physionomie du match et ce qui se passe dans le match. Mais je pense qu'en fait, on doit être légèrement plus offensif. Et voilà, il me semble que Dragueur, je pense que s'il est sorti, je pense qu'il a reçu un coup où il a un petit souci. Mais voilà, j'ai envie de voir la même équipe. Et j'espère que ça le fera, Inch'Allah. Voilà. Je laisse la parole aux autres. Merci Ben Khaled. Merci à tous. À toi, Heisenberg. Bonjour à tous. Donc déjà, plutôt content de la prestation d'aujourd'hui face aux Danois. Donc allons droit au but donc à l'Australie. Pour le match contre l'Australie, si on joue comme aujourd'hui, réellement, je suis optimiste. Mais comme l'ont dit les amis avant moi, le pire ennemi de la Tunisie, c'est la Tunisie. Il y a pas, je pense que notre histoire footballistique en est recouverte d'exemples. Le pire ennemi de la Tunisie, c'est la Tunisie.
En face, alors l'Australie qu'on a vue aujourd'hui face à la France, on n'aura pas la même face à nous. Soyons honnêtes, nous n'aurons pas la même face à nous. Et du coup, il va falloir jouer plus offensivement que ça. Personnellement, moi, je vois Wahabi Khazri qui doit débuter obligatoirement ce match-là. Un joueur qui peut faire les décalages, qui va balle au pied, qui pousse les Australiens à la faute. On les a vus aujourd'hui très très agressifs face à la team, face aux Bleus. Très très agressifs avec un arbitre qui tolérait quand même le jeu anglo-saxon. Donc il faut s'y rendre à l'évidence. On aura des joueurs très agressifs en face. Ce qu'a fait aujourd'hui Aris Alidouni face à Eriksen, c'est très très bien et franchement, ça serait bien qu'il le refasse. Tout simplement pour marquer le coup d'entrée. On a vu que les Danois, qui est une équipe agressive à la base, elle a complètement baissé de forme et elle s'est fait écrabouiller par notre milieu. Donc en face, on aura une équipe moins technique, mais par contre qui jouera plus recroquevillé. Ça c'est sûr. Tout à l'heure également, Moustaz a bien décrit le profil de Jalal Qadri en disant que c'était un homme qui était dans sa zone de confort. Quand on voit son historique en fait en tant qu'entraîneur, il est dans sa zone de confort. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Néanmoins, face à l'Australie, c'est un autre match qui s'annonce devant lui, qui devra préparer avec sérieux. C'est pas la façon dont il joue d'habitude. Voilà. Je pense qu'il devra faire le jeu, clairement. Il va devoir faire le jeu. Et je pense que sortir Ben Slimane et entrer Khazri, pour moi, c'est capital. Voilà. Libérer également les latéraux. Jouer à 3, visiblement, ça nous a réussi. Surtout quand on voit que Brown et Talbi savent très bien prendre le couloir ou bien se positionner près du milieu pour faire monter le bloc et permettre les montées de latéraux. En l'occurrence, Brown avec Drager. En face, par contre, il y aura un joueur. Je le répète encore une fois, c'est Aaron Moy. Moy, le milieu des Celtics. Tous les ballons passent par lui. C'est le métronome, un petit milieu, une très bonne couverture de balle qui se fait alterner jeu court, jeu long. C'est ce joueur-là qu'il faudra marquer. C'est ce joueur-là qu'il faudra empêcher de jouer librement et lui empêcher de faire ses relances. Tout va passer. En fait, notre jeu le match va être capital selon la façon dont nous allons neutraliser Moy. Voilà. Il y a également Maciulecki, l'ailier droit qui revient d'Allemagne, un très bon ailier. On va se méfier de ce joueur-là également. Je vous remercie en tout cas et bon courage à vous. Merci Heisenberg. Je passe la parole à Ahmadou, ensuite Sofiane, et on va conclure avec ceux qui veulent intervenir par la suite. Alors levez le bras si vous souhaitez intervenir. Oui, salam Mouled. Donc par rapport à l'Australie, moi ce que je redoute le plus, c'est lorsqu'on encaisse le premier but. Généralement, dans nos dernières confrontations, lorsqu'on encaisse le premier but, on n'est pas capable de réagir et de concrétiser nos occasions. Donc, c'est sûr, certain que dans cette compétition, on va peut-être encaisser un but. Donc, il faut se préparer vraiment mentalement et avoir les cartouches nécessaires en attaque. Donc, je pense à Khazri. Il faut vraiment qu'il joue le prochain match. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est Abdi. Je trouve qu'Abdi va beaucoup nous aider au niveau offensif. On l'a vu beaucoup défendre. Franchement, il m'a très impressionné défensivement. Alors que sa force principale, c'est l'attaque. Voilà, l'Australie, c'est pas l'Australie de 2002, 2006. Mais c'est une équipe, comme on a vu, très physique. Donc, c'est un adversaire qui va nous causer beaucoup de problèmes. C'est à nous d'être patients, c'est à nous de garder les pieds sur terre, tourner cette page de Danemark. Nous, en tant que supporters, on peut célébrer ça comme on veut jusqu'à l'année prochaine, mais les joueurs doivent être professionnels et se mettre au travail. Voilà. Merci Ahmadou. Sofiane, à toi la parole. Ensuite, ça sera le tour de Desert Eagle. Oui, Moustaz. Ouais, pour le match contre l'Australie, là on est dans une autre configuration, un autre contexte. C'est déjà un match décisif pour moi parce que le match contre le Danemark n'était pas un match décisif, c'était un match important. Il fallait bien entamer notre entrée dans le tournoi, ne pas perdre et si possible gagner, mais surtout ne pas perdre. Là maintenant le match est passé. Par contre là maintenant c'est déjà un match décisif. Il faut le gagner, hein. Il y a plus de choix là. Il faut gagner, il faut avoir 4 points à l'issue de ce match.
Moi, je suis pas trop pour les calculs, parce que là, j'entends certains qui disent, voilà, la France va battre le Danemark, après le dernier match, je sais pas quoi, etc. Les calculs, c'est à la dernière journée qu'on les fait généralement, parce que rien ne dit que l'Australie ne batte pas le Danemark. Enfin, pour moi en tout cas. L'Australie peut très bien nous battre aussi, hein. Et Mais peut ça, très c'est bien du nous battre. calcul déjà. Et peut très bien nous battre aussi, exactement. C'est pour ça que les calculs, moi je pense que c'est à la fin qu'il faut les faire et pas à la deuxième journée. Nous, il faut qu'on s'occupe uniquement de nous-mêmes parce que ça a été dit là par tous les auditeurs et je suis totalement d'accord. Notre adversaire déjà c'est nous-mêmes. Et là, le contexte du match, c'est pas le même. C'est-à-dire que c'est un match où on est censé faire le jeu, où on est favori, clairement, hein, parce que on a déjà battu par le passé cette équipe. Et sur le papier, on est censé être meilleur. Donc normalement, on est censé gagner cette équipe. Et après, on verra bien ce qui se passe dans le dernier match. Mais sinon, au niveau de la tactique pour ce match-là, je pense que le 3-4-3, moi je mettrais un 3-4-3 avec deux ailiers, une pointe, trois récupérateurs, parce que ça bouge pas. Ils vont soulager les pistons qui vont pouvoir monter éventuellement, ou les ailiers. Et puis je reconduirai après la même équipe à un ou deux éléments près. Mais sinon voilà, il va falloir jouer vraiment équilibré, ne pas se jeter dans la bataille et se dire voilà, il faut absolument marquer rapidement, etc. Voilà, le match sera assez long pour pouvoir scorer. Et à mon avis, je pense que si on est sérieux, ça devrait pouvoir le faire. Mais je sais pas qui c'est qui a parlé juste avant. Il a dit une chose qui est très importante. C'est des exemples qui sont divers, qui nous ont montré que dans la peau du favori, souvent, on est mauvais après un bon match. Et là, je pense au match contre la Gambie à la CAN et je pense aussi au match contre la Syrie à la Coupe arabe. Donc nos deux derniers tournois, on s'est complètement loupé après des matchs où on a été bon. Donc là, voilà, il va falloir vraiment faire attention. C'est une équipe qui est largement prenable. Je les ai vus jouer quelques fois en qualification. Ce soir, un match de barrage contre le Pérou. Le Pérou ne peut s'en vouloir qu'à lui-même en fait, parce que le Pérou, ils avaient le match entre les pieds et c'était un match qui était facile, qui était pas compliqué, mais voilà, et les autres ils les ont ramenés vers les pénaltys, et c'est ce qu'ils voulaient. Et puis bon, la pénalty c'est un peu la loterie et ils avaient un bon gardien qui leur a permis de gagner. Donc voilà, il va pas falloir tomber dans un faux rythme, il va falloir mettre du rythme justement, les presser haut. C'est une équipe qui est athlétique, qui a des joueurs avec des gabarits assez imposants. Mais par contre, au niveau technique et au niveau vivacité, ils sont pas top. On est au-dessus là-dessus. Sur ce point-là, on est au-dessus et on peut leur faire mal. Merci, Sophia. Voilà, j'ai terminé, merci. Desert Eagle, ensuite Mustaz. Alors, directement Mustaz. Ouais, c'est bon. Excuse-moi. Non, c'est Moustaz avant. C'est Moustaz avant. Desert Eagle, c'est comme tu veux. Si tu veux parler Bah, tout moi, de c'est suite, juste une vas-y. petite phrase, en fait, vite fait. Vas-y. Je rejoins juste Amedou pour le fait de titulariser Khazri pour le prochain match. Je pense que si Khazri sera titularisé, on aura affaire à un Khazri vraiment conquérant, qui va vraiment prouver et faire une bonne prestation. Faut pas oublier le Khazri de 2018, il faut quand même le respecter. Euh, je pense que ouais, pourquoi pas titulariser et Khazri et Msakni et avec Jebali devant, parce que c'est un match quand même qu'il faut gagner et consolider avec trois milieux défensifs, que sont Laïdouni, pardon, Kiri et un troisième milieu. Ou bien rester peut-être à 3-5-2. Bon, les choix sont vastes, hein, ça c'est clair, mais je pense que ce serait bien de vraiment donner la chance à Khazri. Merci à toi, Mustaz. Alors, je vais parler déjà physiquement. Qui sont les joueurs qui peuvent enchaîner deux matchs de haut niveau? La charnière centrale, je pense que c'est fixé. Le gardien, n'en parlons même pas. Les ailiers, les pistons, je sais pas si. Mais bon, je vois pas Maloul ou
Kishri à faire le rentrée. Par contre, je vais rebondir sur Khazri, je le vois bien titulaire à la place de Msekli. Par contre, on doit garder le même schéma tactique. Là, je vire vers le tactique. Jbeli, pourquoi pas? Oui, il serait bien, mais oui, de toute façon, si Khazri joue à la place d'Omsek, on n'a pas le choix. Parce que les 12 autres, c'est du remplissage pour moi. C'est pas des joueurs sur qui on peut compter, franchement. Après, Sliti à la place de Ben Slimane, à droite, pour qu'on ait plus de créativité, plus de mordant, peut-être en attaque, mais on ne doit pas changer de tactique. On ne doit pas passer 4-3-3 ou juste 4-4-1-1 ou les autres tactiques. On doit garder cette défense à 3 pour se bien préparer pour la suite, le match contre la France déjà. Et pour espérer gagner, il faut de la fraîcheur. Un Msekni qui en rentrant, ça peut débloquer une situation. Après, pour l'Australie, on a déjà battu le Japon, qui sont mieux placés qu'eux. On a déjà gagné contre l'Iran. Ils sont mieux placés qu'eux au niveau asiatique. Et eux, je ne pense pas qu'ils nous prennent pour une équipe supérieure. Je pense pour eux aussi, c'est le match à gagner. Donc, ils vont jouer haut et c'est à nous d'en profiter. Et merci. Merci Mustaz. Écoutez, nous avons fait le tour du sujet, à moins que... Ah, j'ai vu Sofiane. Sofiane, à toi la parole. Ouais, non, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est qu'il faut pas oublier que ce soir, bon, tout le monde le sait, l'Australie a perdu 4-1 et que ils vont se découvrir contre nous. Je pense qu'ils vont vouloir gagner contre nous pour espérer une qualification. Et ça peut être un élément à prendre en compte. Ils vont plus se découvrir, ils vont certainement jouer plus haut. Je pense pas que ça va être une équipe recroquevillée comme on l'a vu ce soir. Je pense pas. Ouais, c'est vrai, Sofiane, t'as raison, parce que l'Australie serait plus en besoin de points que nous, en fait, finalement, parce qu'ils seront derrière nous au classement. C'est vrai que cet élément-là est aussi à prendre en compte, en effet. Alors, à nous de basculer dans une configuration plus confortable. Merci. Heisenberg, ensuite Mejdi. Oui, pour dire juste rapidement. Alors, je pense ne pas avoir dit, peut-être je me suis mal exprimé, mais on n'aura pas une équipe recroquevillée, mais du moins une équipe qui va quand même boucher pas mal d'espace déjà. Autre chose, juste pour rappeler qu'en 2010, l'Australie avait perdu son premier match 4-0 contre l'Allemagne et ensuite elle avait joué le rôle de l'arbitre du groupe, quoi. Elle avait fait 1-1 contre le Ghana et avait battu 2-1 la Serbie à la dernière journée. Donc c'est une équipe, je pense, qui dit jamais son dernier mot. C'est une équipe donc il faut vraiment s'en méfier, la prendre au sérieux. On n'a pas tout fait. Il faut la prendre au sérieux et quand on prend une équipe au sérieux, eh bien, on fait ce qu'il faut faire. Voilà. Merci. Merci. Majdi. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste vous dire que mon avis personnel, c'est que le schéma tactique qu'il a mis en place contre Danemark, il est très bien. Il faudra qu'il garde le même schéma tactique contre l'Australie. Mais par contre, qu'il change Gazri à la place de Ben Slimane, qui met Msekni, Gazri, Jebali devant. Parce que là, il faut qu'on gagne ce match. Et il y aura beaucoup plus d'offensivité, beaucoup plus de percussions avec Gazri. Et ils jouent très très bien ensemble, Gazri et Msekni. Et je pense qu'il manque un peu de percussion, un peu plus devant par rapport à Gazri. Et par contre, les changements qu'il a mis contre Danemark, j'étais pas très d'accord ce qu'il a fait. Il aurait pu, bon, même s'il a sorti avec Denis, mais il faut changer le même style de joueur, c'est-à-dire Ryden. Il aurait dû mettre Ryden à la place de Sassi. Et voilà. Donc, j'espère juste qu'à le match contre l'Australie, qui va juste décaler, mettre Gazri à la place de Ben Slimane. Le souci que Khazri ne joue pas à droite. Msekni non plus. Alors, si Khazri rentre, c'est avec Msekni. Khazri joue en 9. Il ne pourra pas jouer à gauche. Non, en fait, je sais pas si tu as remarqué ou pas, la Tunisie, Gazri, en fait, je pense que vous avez un peu oublié quand Gazri ne jouait pas en 9 en Tunisie. Quand il jouait ailier, je sais pas si tu as remarqué, Gazri et Msekni, ils alternent.
Gazri, il reste pas toujours fixe à droite. Il va de temps en temps à gauche, des fois il joue en 10, des fois il tourne. Je sais pas si tu vois, des fois Msekni, des fois il va à droite, des fois il va à gauche, il alternera en plein match. Mais Gazri, à la base, c'est un ailier, c'est pas un neuf. Je Là, pense c'est les qu'il a, matchs de il connaît qualif de son la poste. CAN et tu sais qu'il joue Voilà. carrément en 10. Khaz, il prend le côté gauche Non, et mais Slit, il prend le côté droit. non, moi je pense que c'est mieux qu'ils laissent Msekni et Gazri sur les côtés, comme ils ont fait là contre le même poste en fait comme un Besliman, mais je pense que ça peut le faire comme ça, hein. Trois offensifs comme ça devant, avec le même schéma tactique, mais il enlève Ben Slimane, mais Gazri sera partout sur le terrain, c'est quelqu'un qui court partout, quoi. Il va au milieu, il revient, il replie, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche en plein match, il peut alterner avec Sekni à gauche, à droite. Je pense que ça va être une bonne initiative. Ça manquait des coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, les corners, c'était pas trop ça. Je pense que vous avez remarqué. Gazri, on a besoin de sa frappe. On a besoin de frappe de loin. Gazri, il a une bonne frappe. Voilà, quoi. Donc, franchement, moi, je vois mieux Msekni, Gazri avec Jebali devant. Surtout qu'il faut pas oublier qu'on nous faut absolument les 3 points. C'est vrai que les corners aujourd'hui d'Anis Ben Slimane n'étaient pas correctement réalisés, malheureusement. Sikili, Oui, moi je voulais rebondir sur le débat de Khazri, Sekni, Sliti, etc. Contre l'Australie, il va falloir faire un peu plus le jeu. Et justement, moi je les vois en 3-4-3 avec comment il s'appelle? Msekni et Khazri, pas en tant qu'ailier, hein, mais plus dans l'axe où ils vont travailler justement pour ouvrir sur les côtés sur des Drager et Abdi qui vont monter. Donc eux, ils vont permuter, ils vont travailler jeu court pour la sortie de balle, pour les petits espaces, etc. Et justement, Khazri, il va arriver à attirer les arrières des Australiens pour laisser le champ à Drager et de l'autre côté, Msekni pour Abdi. C'est pour ça, je pense que Khazri, même si c'est pas le meilleur à droite, hein, on va pas se mentir, mais dans les petits espaces comme ça, pour libérer la place aux ailiers, je pense qu'un mec comme Khazri peut être très important, plus qu'un Sliti, qui va plus longer la ligne et répéter les mêmes gestes, les mêmes courses, les mêmes trucs. Khazri a plus de choix dans son jeu, plus de facilité à jouer court aussi dans les petits espaces, donc il nous sera plus utile, je pense, sur ce match. Voilà. merci Sikili. On va pouvoir conclure ce space à moins qu'il y ait des gens qui ont encore envie d'intervenir. Merci à tous les intervenants, à tous les auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le forum. Vous allez retrouver d'ailleurs Mustaz, Sikili, Zlatan, Heisenberg, Desert Eagle, Le beau fixe qui ne le veut beau pas fixe. intervenir. Allez. Voilà. J'espère que c'est de bon augure pour la suite de la compétition, que c'est la bonne année pour pouvoir passer ce maudit premier tour et se qualifier au huitième de finale. Nous avons une équipe qui peut être compétitive, qui peut tenir la dragée haute quand elle est sérieuse et rigoureuse, même à de très grandes nations. Il y a la France qui a un niveau vraiment sur le plan individuel bien supérieur à la Tunisie, mais euh, nous avons déjà joué face à la France. Nous avons déjà fait des matchs nuls alors qu'elle était avec ses stars de l'époque. Donc, sur un match, tout est jouable. Assurons d'abord le résultat positif face à l'Australie, je l'espère, et surtout après, même si c'est pas fait, s'il faut aller chercher la qualification face à la France, quand on est rigoureux, quand on est solidaire, on est capable de le faire. Merci à tous, bonne soirée et prochaine fois. Bonne soirée à tous. Merci Bonne à soirée à tous. Bonne tous. soirée, les Bonne gars. soirée, à Salam. bientôt. Inch'Allah, marboua. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée.